Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce qui est pour moi la dernière vidéo top que je vais tourner avant un long moment. Alors en parallèle de cette vidéo doit sortir une vidéo top 20 de mes mangas de la décennie, donc de 2010 à 2019. Et là vous êtes en train de regarder mon top 20 des animés de la décennie, donc de 2010 à 2019. Alors un petit peu comme pour le top 20, il va y avoir 2-3 cas exceptionnels dans ce top 20 où il y aura une série qui sera là pour représenter toute la carrière sur la décennie d'un réalisateur. Il y en a deux au moins, si je me dis pas de conneries. Il y a un autre cas ou deux qui sont un peu spéciaux aussi, qui sont pour des séries. Alors aussi, ça sera un top 20, donc je vais parler de 20 séries. Il n'y aura pas différentes saisons, donc par exemple une série qui a eu 5 saisons durant la décennie, forcément je parlerai de la série, pas des... je ne dirai pas saison 5, saison 4, saison 3, non, la série, point. S'il y a une série qui a commencé en 2009 et qui a continué et s'est terminée en 2010 ou 2011, elle ne compte pas. Elle a commencé en 2009, donc elle n'est pas dans ce top. S'il y a une série qui a eu plusieurs saisons en 2008, 2009, 2010, pareil, ce n'est pas dedans. Et aussi, je parle de séries que j'ai vues et que je connais. Donc Gintama que je n'ai pas regardé, n'est pas dedans. IQ que je n'ai pas regardé, n'est pas dedans. Je ne dis pas que les séries sont mauvaises, c'est juste que je ne les ai pas vues. Et peut-être que je vais m'en vouloir après les avoir vues, dire putain, il aurait dû être dans le top, il aurait dû être dans le top. Bah oui, mais c'est par rapport à ce que j'ai vu à ce jour, à ce point T du temps, donc forcément, Gintama et IQ ne sont pas dedans, donc ça sera mon top 20 personnel. Et je vous invite à faire et à mettre votre top 20 en commentaire. Peut-être que vous allez me faire découvrir des séries que je ne connais pas. Donc bah, c'est toujours l'occasion de faire découvrir des séries. On commence avec en 20e position, Parasite. Parasite, c'est un titre que j'ai lu étant plus jeune dans la médiathèque de mon quartier et auquel j'avais pas du tout accroché parce que j'étais plutôt jeune, je devais être mi-école primaire, soit début collège, donc ils avaient des propos assez complexes et je me souviens de la couverture du tome 1 et je me dis oh ça a l'air trop cool et j'ai vu, je dis oh c'est bizarre et j'ai mis de côté, comme Berserk quand j'étais gamin, j'étais con aussi quand j'étais gamin. Alors pour faire simple, Parasite c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui un jour, alors dans une nuit, il y a une nuée de poussière qui tombe sur Tokyo, il y a des gens qui se font parasiter le cerveau, ils deviennent des parasites, des hommes parasités, et lui c'est sa main qui est parasitée et qui prend vie, et donc il va lutter pour sa survie contre les parasites qui ont enlevé le cerveau, etc. etc. C'est une série qui a contribué au genre Parasite, donc où il y a un homme qui est mi-homme, mi-autre chose, comme Tokyo Ghoul, comme d'autres séries dont j'ai oublié le titre. Et en fait, donc je disais, c'est une série que j'ai découvert étant gamin, que j'ai pas du tout accroché, et en 2014, il y a un studio qui a réadapté le manga à notre époque, donc en reprenant toute l'histoire, mais en modernisant toutes les choses, donc ce qui fait que là où le personnage allait à la bibliothèque, ou avait peut-être un gros téléphone à clapet, ou lisait un journal, bah là ils ont un smartphone, ils ont internet, ils ont les tablettes, ce qui fait qu'on a toute la substance de Parasites, en tel quel, mais à notre époque, modernisé, ce qui est très bien, et franchement la série vaut le coup d'œil. Si vous connaissez pas, allez-y, c'est un super titre en plus. En 2020, Glénat va faire une nouvelle édition Deluxe Ultimate en plusieurs tomes en gros volume. J'ai déjà l'édition simple, donc je suis pas hyper tenté de le reprendre, mais si vous n'avez pas les mangas, jetez-vous dessus, parce que franchement, le manga est trop bien et l'anime vaut le coup d'œil. En 19e position, Maggie, The Labyrinth of Magic. Maggie, c'est une série que j'ai découvert fin lycée, début, on va dire, post-bac. J'étais en BTS, et je me souviens qu'au début de mon BTS, j'avais des cours, mais qui étaient trop faciles. Je me faisais grave chier, ce qui fait que quand je rentrais à la maison, je révisais mes cours en 2-2, et après, je passais mes nuits à regarder des animés, et je me souviens qu'on m'avait conseillé Maggie. Alors Maggie, ça raconte l'histoire de Aladdin, un jeune garçon qui a un djinn et qui voyage dans un monde où il y a des tours gigantesques qu'on appelle des labyrinthes, où quand tu rentres dedans, tu dois affronter des épreuves et à la fin tu gagnes un djinn qui est une créature qui a des pouvoirs surpuissants et il fait la rencontre d'Ali Baba qui est un jeune
esclaves, voyous, bandits, orphelins, on sait pas trop, on découvre plus tard quoi, et ils vont explorer un labyrinthe, etc. Et c'est trop bien. Maggie, c'est un manga qu'il faut vraiment que je commence un de ces quatre. C'est terminé au Japon depuis 1 an ou 2, Kurokawa, ils sont dans les 5-6 derniers tomes avant la fin, il y a 36 ou 38 tomes, donc le manga, il est dans mon champ de vision, et j'attends que ça soit terminé, ou pas loin d'être terminé en France, pour tout prendre d'un coup, et relire la série d'un coup. Alors j'ai pas lu la fin, on m'a dit que la fin était pas terrible, mais le manga, enfin le peu que j'ai vu du manga grâce à l'animé, donc les 2 premières saisons, qui couvrent les 20 premiers tomes, c'était trop bien. Moi, à la fin de la saison 2, j'espérais qu'une chose, c'est qu'on ait une saison 3, qui aujourd'hui n'est toujours pas venu et qui ne viendra sûrement jamais, mais j'étais vraiment dégoûté parce que Maggie c'était trop bien, cet univers des mille et une nuits, ces univers colorés, enfin c'était trop bien. Moi vraiment il faudra que je commence à lire le manga qui est bientôt fini chez Kurokawa, donc j'en parlerai peut-être un de ces quatre sur la chaîne, je ferai une vidéo sur Maggie. En tout cas moi l'animé il m'a vraiment scotché, il était vraiment bien, de très belle facture, donc top 20. En 18ème position, Kuroko no Basket. Il n'y a pas énormément d'animés de sport dans ce top, il y en a encore un autre qui est pour moi le meilleur animé de sport de la décennie. Kuroko, je m'y dedans parce que honnêtement, les 3 saisons de 25 ou 26 épisodes étaient de très belle facture, les matchs de basket étaient incroyables. J'ai pas encore acheté le manga, j'ai prévu de le faire un de ces 4, mais c'est vraiment pas au programme parce que j'ai pas lu le manga en fait, j'ai vraiment découvert Kuroko et suivi Kuroko que à travers l'animé, qui était incroyable, les 3 saisons m'ont scotché, le film m'a scotché, voilà, Kuroko c'est vraiment super bien, un petit peu super pouvoir sur les bords, mais c'est vraiment bien. Alors, de quoi ça parle? On suit l'histoire de Kuroko, qui est un jeune lycéen qui vient de rentrer en seconde, qui est dans un lycée plutôt banal, un lycée privé, où il n'y a pas une grosse équipe de basket, et en fait, lui, il fait partie d'une équipe de basket au collège, qui était la plus puissante du pays, si bien qu'il y avait 5 joueurs qu'on appelait la génération des miracles, et lui, c'était le 6e joueur fantôme, et en fait, il a pour ambition d'affronter chacun de ses anciens coéquipiers, qui sont chacun dans un lycée différent, donc il va affronter chacun des membres de la génération des miracles, il va être accompagné d'un autre joueur de basket qui vient de rentrer en seconde, qui lui a pour ambition d'être le meilleur du Japon. Ils vont faire équipe, c'est super bien en termes de basket, c'est vraiment cool. Ça n'égale pas Slam Dunk, très clairement Slam Dunk pour moi ça reste le bijou du manga de basket, avec Real qui est vraiment sublime aussi. Ça reste un très bon manga de basket, et franchement l'anime de très belle facture, les effets de zone où ils ont les effets de lumière sur leurs yeux, incroyables, franchement l'anime vaut le détour. En 17ème position, Made in Abyss. Alors ça, je vais sûrement me répéter dans le top, c'est un titre qui est sorti et que j'ai pas du tout commencé quand ça a commencé. En fait, j'avais vu le titre, j'avais vu la couverture, ça avait l'air intéressant, et je me suis dit, ouais non, je regarderai pas ça. Et j'ai vu les gens en parler en bien, et j'ai regardé 6 mois après tout le monde, j'ai enchaîné les 12 ou 13 épisodes d'un coup, incroyable. Franchement, Made in Abyss, incroyable, la beauté, franchement c'est détaillé, l'univers de l'Abyss est incroyable. Alors, résumé, on suit... alors je sais plus si c'est Rico ou Legu, à chaque fois je confonds les deux au niveau des prénoms. Donc une jeune fille qui vit sur une île qui a un trou gigantesque qu'on appelle l'Abysse, où tout le monde veut l'explorer parce que au fin fond il y aurait un trésor de ouf, et donc les gens ils explorent, c'est hyper dangereux. Et en fait elle a pour ambition de retrouver sa mère qui est au fin fond de l'Abysse. Ouais, c'est ça, c'est un putain de manga voyage découverte d'un monde inconnu. Bon, l'animé aussi est comme ça, je fais pas de l'animé, qui est incroyable, il y a les OST qui sont ouf, mais franchement l'animé, les détails, les décors de l'Abysse sont incroyables, donc oui, il est dans le top 20 des animés de la décennie. En 16ème position, Psycho Pass. Psycho Pass, déjà, quand ça a été annoncé, que j'ai vu les premiers visuels, j'étais déjà conquis par la série, parce qu'au chara design, on a Akira Amano, la mangaka de Reborn, qui est un manga que j'aime bien. C'est pas le meilleur manga de tous les temps, très clairement, il est sympa, j'ai peut-être une affinité parce que j'ai vu ça étant collégien, lycéen, et franchement, voir un style, on va dire, futuriste, sombre, on va dire Blade Runner-esque, on va dire, même si c'est pas du tout dans le délire de Blade Runner, mais vraiment dans cet univers futuriste décadent, dystopique, c'était vraiment stylé, avec en plus tous ces personnages en costard cravate de mafieux,
Franchement, elle les dessine super bien, et c'est tous des beaux gosses, voilà, c'est vraiment super cool, donc j'ai déjà été conquis. Alors Psycho Pass, ça raconte l'histoire d'une jeune inspectrice qui rentre donc dans la police, et en fait, dans ce monde de Psycho Pass, il y a un système qui s'appelle le système Sibyl, où en fait les policiers n'ont que pour travail de flic d'avoir un pistolet qui mesure le taux de criminalité des gens, et s'il est assez élevé, les gens sont tasés, et s'il est encore plus élevé, ils sont automatiquement exécutés. Donc on les appelle des exécuteurs. Ils vont enquêter sur un criminel voilà, je vais pas en dire plus, voilà, j'ai pas envie d'en dire plus, il y a un criminel qu'ils n'arrivent pas à coincer. Voilà, dans ce monde, la série est super bien, la saison 1 est incroyable, la saison 2... Et la saison 3, je trouve que la saison 3, ils ont voulu faire 8 épisodes de 40 minutes, ils auraient pu faire une saison de 12 épisodes de 20 minutes, ça aurait été très bien, et je trouve que les épisodes s'étirent un peu trop pour pas grand chose, c'est mon avis, mais Psycho Pass saison 1 est incroyable, j'ai pas vu les films, il y a au moins 3-4 films qui sont sortis, il faut vraiment que je les regarde, mais voilà, l'univers est, je trouve, hyper intéressant, je trouve que des fois c'est un peu fouillis, et je trouve que la saison 1 est incroyable, et que la suite, c'est sympa, mais ça n'égale pas la saison 1 qui est incroyable. En 15e position, Cocorico, Last Man. Oui, là, je vais faire mon chauvin, mais Last Man, que ce soit le manga ou l'anime, c'est trop bien. Et honnêtement, j'ai qu'une chose à dire, j'aimerais tellement qu'on ait plus de projets de séries françaises dans l'esprit de Last Man qui parlent vraiment pour des adultes, parce que vraiment, à part le studio Bobby Pills qui donc est né des cendres de Last Man, parce que il y a l'ancien, il y a Jabalak qui est co-créateur de Last Man qui est dedans, il y a le réalisateur de la série Last Man qui est dedans, et Bobby Pills, ils font vraiment des très bonnes choses. Malheureusement, ils ont un peu du mal à se financer, donc voilà, je vais peut-être faire une petite pub. En ce moment, le studio Bobby Pills veut financer la série Pipoudou, la saison 2. Donc si vous avez 3 € à donner pour la série, allez-y. Pipoudou, c'est une série pornographique éducative que je vous conseille. C'est super drôle. Il y a leur YouTube, franchement, allez voir, c'est tombé par terre, c'est super drôle. Donc allez-y, et une saison 2 qui est prévue, qui veulent essayer d'être financés grâce à Kickstarter, si je dis pas de conneries. Allez-y. Alors, on revient sur Last Man. Last Man, donc c'est un spin-off du manga, c'est pas une adaptation. En fait, on va suivre les aventures de Richard Aldana une dizaine, voire une vingtaine d'années avant le manga. Donc on va découvrir un petit peu pourquoi il arrive où il est au début du manga. Et c'est super bien. La série, il y a 24 épisodes de 10 minutes, ce qui fait que tu t'enchaînes les 24 épisodes en une journée, tellement c'est bien. Franchement, l'intrigue est super intéressante. Ceux qui connaissent que le manga et qui n'ont pas vu la série, vous avez dû être perdus vers la fin parce que ça fait vraiment beaucoup écho à la série. Et même ceux qui ont connu que le manga au moment où c'est sorti ont été hyper intrigués parce qu'on ne connaissait pas la fin. Et c'est qu'une fois qu'on a lu la suite, ce qui se passe après l'anime, enfin qui est sorti après l'anime, voilà, on va venir, mais honnêtement, putain, c'était incroyable. La série est incroyable, et je vais le dire et le répéter, j'aimerais tellement voir plus de séries comme ça qui sortent des studios français. À part Bobby Pills, franchement, je vois pas d'autres studios qui fait ça. Voilà, donc si vous en connaissez, allez-y, dites-moi en commentaire, mais moi je le connais pas. En 14e position, ce qui est pour moi le meilleur animé de sport qu'on ait eu cette décennie, c'est Yowamushi Pedal. Yowamushi Pedal, c'est l'histoire de Sakamichi, qui est un jeune garçon qui rentre au lycée et qui va se faire remarquer par un membre du club de cyclisme, qui va essayer de l'embrigader dans son club. Lui, il veut vraiment faire des trucs d'otaku, mais on arrive quand même à le motiver à rentrer dedans, et il va donc découvrir le club de vélo de son lycée, rentrer dedans, et participer à des compétitions, et c'est juste incroyable. À l'heure où je parle, il y a 4 ou 5 saisons, si je dis pas de conneries. Les 2 premières saisons couvrent, on va dire, un premier arc, et les saisons suivantes couvrent un nouvel arc. Alors ce que j'aime énormément avec Yowamushi Pedal, c'est que, alors petite plot twist, mais à la saison 3, ça se passe quand ils sont en première. Donc en fait, les 2 premières saisons, on suit toutes les aventures de Sakamichi quand il est en seconde, et la série aurait pu s'arrêter là, dire voilà, ils ont fini un tournoi, point barre. Et ben non, l'auteur a décidé, et donc le studio a continué à adapter la suite du manga où les personnages sont en première année. Et est-ce qu'ils vont aller jusqu'en terminale? Je ne sais pas, mais en termes de manga de sport, c'est incroyable. Tu te dis c'est du vélo, ça va être chiant, c'est le Tour de France. Oui, c'est le Tour de France, mais qu'est-ce que c'est trop bien à regarder, franchement c'est captivant. Les Japonais, ils savent te faire rendre cool des trucs débiles. Le vélo, qu'est-ce que c'est chiant à regarder. De voir des mecs pédaler, c'est
inintéressant. Et ben putain, c'est captivant. L'animé est captivant, t'es à fond dedans, il y a des moments de tension à fond quand ils courent et qu'ils sont à... le premier passe la ligne d'arrivée, c'est incroyable, il y a de la puissance et de la tension, c'est incroyable, honnêtement, j'ai pas vu IQ, donc je peux pas dire si IQ est mieux ou pas, mais pour moi, de ce que j'ai vu en animé de sport cette décennie, c'est vraiment le top du top. En 13e position, One Punch Man. One Punch Man, bon, déjà, Yusuke Murata, en termes d'auteur, il a fait une œuvre de ouf, mais l'animé ne rend pas, pour moi, hommage à Yusuke Murata. Voilà, on va être honnête, parce que Yusuke Murata se fait chier à faire des doubles pages de ouf, où il fait une sorte de mini-animation, que le studio d'animation n'a pas réadapté, ils ont réadapté que le manga qui n'adapte pas, donc, cette pagination-là, je suis un peu déçu. La saison 2, on n'en parle pas, voilà, mais la série est vraiment super bien, on va pas se mentir. Ceux qui connaissent pas, on suit les aventures de Saitama, qui est un super-héros qui est tellement fort qu'il tue tous ses adversaires en un coup. Et lui, il rêve de faire un duel qui va le conduire aux portes de la mort. Vraiment un affrontement épique, qu'il n'a jamais parce qu'il tue tous ses adversaires en un seul coup. One Punch. Ouais, donc l'animé est vraiment de très belle facture, c'est Sakuga sur 20, mais... voilà, je trouve que ça ne rend pas totalement hommage au style de Yusuke Murata. Il y a des passages qui auraient pu être tellement plus épiques quand tu as lu un petit peu les scans japonais. Voilà, les trucs illégaux. Et bon, la saison 2, franchement, voilà, la série, il y a une saison 1, une saison 2. La saison 2, faut l'oublier, mais elle existe, donc c'est un peu dommage. Mais la saison 2 aurait été au niveau de la saison 1, mais la série aurait été incroyable. Et je pense que je l'aurais mis plus dans le classement. Mais là, la saison 2 entache un petit peu la série. Donc j'essaie de ne faire que la saison 1, mais... il y a une saison 2 qui existe et donc qui, pour moi, fait que la série est vraiment très bonne. Saison 1, mais la saison 2, franchement, je veux essayer de l'oublier. À tout jamais. Refaites une saison 2, 2.0, voilà. On essaie d'oublier la saison 2 qui est vraiment très mauvaise facture. Et la série est vraiment très bien. Franchement, la saison 1, tu tapes les 12 épisodes, tu te les tapes en une soirée, parce que franchement, c'est trop bien. T'enchaînes les épisodes parce que c'est trop bien, ça se regarde comme du petit lait. En 12e position, My Hero Academia. My Hero Academia, c'est l'histoire de Izuku, un jeune garçon qui va rentrer au lycée, qui rêve de devenir un super-héros avec des super-pouvoirs. Il vit dans un monde où tout le monde a des super-pouvoirs, où le job ultime c'est d'être un super-héros, et lui n'a pas de super-pouvoirs. Et donc son rêve est un peu compliqué à atteindre. Il va rencontrer un super-héros qui va lui donner des super-pouvoirs, et rentrer dans son école et vivre des aventures de super-héros. Voilà, tout le monde connaît My Hero Academia, c'est un des gros shonen qui a débarqué avec le studio Bones il y a quelques années. L'animé est de très bonne facture, franchement, Bones fait du super boulot sur My Hero Academia, j'ai rien à dire. Le manga est très bien, même si je trouve que pour le Shonen Jump, il y a eu d'autres titres qui étaient de bien meilleure facture. Il y en a un qui est juste après, qui est incroyable. Donc ouais, franchement, je trouve que My Hero Academia est une très bonne série. Donc si vous ne connaissez pas, regardez-y. Après, je pense que... voilà, c'est plus une série que je pense que je l'aurais mis beaucoup plus haut si j'avais 10 ans de moins, parce que franchement, c'est une série que, voilà, Naruto, c'est un peu le Naruto d'une nouvelle génération, voilà, c'est de par les thématiques et de par aussi le fait que, voilà, je pense que j'aurais 14 ans aujourd'hui, My Hero Academia, ça serait un truc de fou furieux pour moi. Aujourd'hui, bon, j'ai 26 ans, bon, My Hero Academia, ça me parle un peu moins. Ça reste super cool, ça fait vibrer mon petit cœur de shonen, mais moins que quand j'avais 14 ans. En 11e position, donc un petit peu avant la première moitié de ce classement, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, on va être sincère, en termes d'animation pure, c'est une tuerie, c'est incroyable. Les épisodes 18, 19, 20, c'est une tuerie, c'est incroyable, c'était fou furieux. Moi j'adore l'histoire de Kimetsu no Yaiba, les Rôdeurs de la Nuit, Demon Slayer, je trouve que c'est incroyable. Je trouve que c'est juste injuste qu'il ait fallu attendre une série de très bonne facture pour que la série décolle totalement. Alors il y en a peut-être qui vont me dire que Fight Night est beaucoup mieux chez Ufotable. Je ne regarde pas Fight Night, donc je ne peux pas dire si c'est mieux ou pas. Mais Demon Slayer, c'est vraiment incroyable. Je trouve que c'est injuste des fois que les gens se plaignent que « Oh, maintenant, c'est que c'est un animé, tout le monde regarde, c'est nul. »
Non, le manga est de très bonne facture. Moi, j'ai suivi la série avant que ce soit populaire et je trouve qu'elle est très bien. Franchement, c'est un manga qui sort totalement du catalogue du Jump et franchement qui est de très bonne facture. Pour faire vite fait le synopsis, c'est l'histoire de Tanjiro, un jeune garçon dont la famille un jour va être tuée par un démon. Tout le monde va être massacré, sa mère, ses petits frères, ses petites sœurs. Il y a juste une personne qui survit, sa petite sœur, qui est devenue un démon et donc lui il va lutter dans ce monde, essayer de faire rendre normal sa petite sœur. Voilà, l'histoire est incroyable, franchement, je kiffe la série. C'est pour moi l'un des meilleurs shonen du Shonen Jump qui est sorti cette décennie. Très clairement, que ce soit l'animé ou le manga. L'animé a sublimé le manga, parce qu'il y a des petits défauts quand même en termes de dessin, on peut ne pas apprécier le titre, mais l'animé, franchement, 10 sur 10. C'est incroyable. 10e position, Megalobox. Alors, Megalobox, c'est une adaptation moderne, et même ultra moderne, de Ashita no Joe, un manga mythique. Alors, ils ont repris, on va dire, les grandes lignes, vraiment les très très grandes lignes du manga Ashita no Joe, pour les transposer dans un futur post-apo. Et le manga est incroyable, enfin l'anime est incroyable. En plus, ils ont réussi, alors ils ont modernisé un peu le truc en mettant des sortes de combinaisons robotiques pour que les gens se boxent. Il y a en plus une sorte de lutte, parce qu'on a tous les boxeurs qui ont des équipements et notre personnage principal, Joe, qui n'a pas d'équipement. Il y a ce côté de tempérament de Joe qu'on retrouve. Voilà, l'anime est de très belle facture, en plus avec une animation qui fait un petit peu old school. Et avec des textures, on sent un peu les textures des objets, des personnages. Franchement, j'ai adoré l'anime. Il y a une saison 2 qui est prévue. Je suis un peu dubitatif parce que je trouvais que la saison 1 se terminait rudement bien. On avait une super conclusion sur une douzaine d'épisodes. Et je me disais, qu'est-ce qu'on peut raconter de plus? Alors, hormis ce que raconte ensuite le reste du manga, mais vu que l'anime s'est énormément écarté de la trame scénaristique du manga, je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut raconter. Bon, je vois des trucs, mais vu l'implication des personnages, vu que Yuri était censé être champion du monde, je vois pas ce que le héros peut faire de plus, sauf si je dis une connerie qu'il n'était pas champion du monde. En 9e position, Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans. Je vais être sincère, moi, les Gundam, j'en ai vu quasiment aucun. J'ai vu cette série, j'ai vu la trilogie de 79, et j'ai vu quasiment aucune autre série Gundam. Alors, j'ambitionne prochainement, voire soit cette année, soit l'année prochaine, de mater plein de séries Gundam, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Et en fait, j'ai vraiment découvert l'univers Gundam avec cette série, que je conseille parce que, alors, je sais très bien que Gundam, il y a plein de séries indépendantes. Il y a le gros canon qui s'appelle l'Univers Century. Et Iron Blooded Orphans, c'est une série indépendante. Donc, on n'a pas besoin d'avoir vu toutes les autres séries Gundam. C'est une série qui est autosuffisante et qui est incroyable. Et en fait, je me suis rendu compte que, on m'a expliqué que Gundam, c'était vraiment ce genre de thématiques. Les thématiques d'anti-guerre, de paix, de rédemption. Donc, Iron Blooded Orphans, on suit les aventures de deux orphelins qui vivent sur Mars et qui sont des enfants soldats qui veulent s'émanciper des adultes. C'est grosso modo ça l'histoire. Il y a des histoires de révolution, de lutte des classes. C'est incroyable. Je pensais pas que Gundam avait autant de thématiques aussi fortes. Et en fait, c'est après avoir vu cette série, je me suis dit merde, Gundam, c'est pas juste piou-piou les robots dans l'espace. Je pensais que c'était vraiment ça. Tout le monde me disait que c'était ça. Enfin, les gens qui critiquaient négativement en disant des conneries en fait. Et non, c'est une série qui a une grande richesse. Et il faut vraiment que je m'intéresse à tout ce qui a été fait autour de Gundam. Il y a plein de séries. Mais honnêtement, si vous êtes curieux de Gundam, Iron Blooded Orphans, et en plus, je crois que c'est disponible sur Netflix. Donc franchement, allez voir la série, c'est trop bien. En 8e position, Mob Psycho 100. Si vous kiffez One Punch Man mais que vous ne connaissez pas Mob Psycho 100, mais qu'est-ce que vous foutez? C'est donc Mob Psycho 100, c'est par le même auteur, One, qui a d'abord écrit un one-shot de One Punch Man avant d'être réadapté par Yusuke Murata, et en parallèle, il a fait de One Punch Man, il fait Mob Psycho 100, qui est donc son manga où il est tout seul, avec son style assez particulier qui est un peu dégueu, et donc le studio Bone, si je dis pas de conneries, a décidé d'adapter son manga,
qui est incroyable. Honnêtement, là où One Punch Man s'est vautré sur une saison 2, Mob Psycho 100, sur la saison 2, ils se sont totalement lâchés le studio, ils ont fait des trucs de dingue, c'est incroyable. Honnêtement, si vous kiffez les thématiques de One Punch Man, allez savoir un personnage qui est un peu blasé d'avoir des super pouvoirs, Mob, c'est la même chose, mais en 1000 fois mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est 1000 fois mieux, je trouve, en termes d'écriture, en termes d'animation, c'est incroyable, franchement, le studio Bones fait des trucs de fou, les pouvoirs psychiques de Mob sont incroyables, les 2 saisons sont totalement dingue. Regardez ça. Alors, pour faire vite fait le speech, c'est l'histoire de Mob, un jeune lycéen qui a des pouvoirs psychiques et qui veut vivre une vie totalement normale. C'est tout. En 7ème position, Space Dandy. Alors, Space Dandy, c'est un cas un peu particulier, parce que, en fait, je veux parler de la série qui est très bonne facture, qui est franchement excellente, mais en fait, c'est aussi pour symboliser toute la carrière de Shinichiro Watanabe, qui, durant ces décennies, a fait 4 de ses 6 séries. Alors, il a travaillé, il a réalisé, il a produit des films, des séries, il a produit la musique, des épisodes, il a réalisé quelques épisodes, mais en termes de séries, il en a réalisé 6, si je dis pas de conneries, Samurai Champloo et Cowboy Bebop qui se sont passés durant bien avant. Et durant ces décennies, on a eu le droit à Kid and Slop, on a eu le droit à Terror in Resonance, Space Dandy, Carol on Tuesday. Et honnêtement, de ces 4-là, celui qui m'a le plus marqué, c'est Space Dandy, de par son aspect farfelu, son animation totalement dingue, et le fait que ce soit un coup de maître en termes d'animation, parce que, comment dire, Space Dandy n'a pas de réelle trame scénaristique. Alors, je pense que j'ai compris, c'est que chaque épisode est réalisé par une personne différente qui se réapproprie l'univers et fait un peu ce qu'il veut. Alors, il y a les personnages qui sont en place, l'univers qui est en place, mais chacun raconte une histoire dans cet univers. C'est tout bonnement incroyable. Chaque épisode est une dinguerie. Il y a des super réalisateurs qui sont dessus, des super animateurs qui sont dessus, notamment un que j'aime énormément et qui est un peu plus loin dans le classement dont je vais parler, qui est un réalisateur que je surkiffe. Ceux qui me connaissent, vous savez de qui je parle, voilà. Mais voilà, la série est incroyable, et intéressez-vous à ce qu'a fait Watanabe. Terror in Resonance, c'est assez intéressant en termes de série. Carol Tuesday, j'ai pas terminé, je suis pas allé jusqu'au bout, je regarde ça prochainement. Mais Space Dandy, c'est sur Netflix, si je dis pas de conneries. Regardez, ça vaut le coup d'œil, c'est trop bien. Alors, en 6ème position, alors est-ce que je vais me faire mentir? Oui et non. C'est la licence Lupin the Third. Alors, avec celui-ci, je triche un petit peu, parce que j'ai bien dit que je ne parlerai pas de séries qui ont eu des saisons il y a 10 ou 20 ans et qui ont continué jusqu'à aujourd'hui, mais Lupin, c'est un petit peu un cas spécial, parce que chacune de ces séries est un peu indépendante, autosuffisante. Et en plus, est-ce qu'on peut considérer que la série Mine Fujiko, c'est pas une nouvelle série Lupin? Voilà, donc je pourrais dire que c'est celle-ci. Lupin the Third, c'est une série que j'ai découvert durant ces décennies. Lupin, c'est une œuvre que j'aime énormément maintenant, que je trouve super intéressante et que j'aimerais vraiment qu'on ait les mangas qui arrivent en France. Surtout qu'en plus, l'auteur Monkey Punch est décédé sans qu'un seul de ces mangas qui fait référence à un personnage de la littérature française ne soit édité en France. Parce que, pour ceux qui ne connaissent pas, Lupin the Third, c'est les aventures du petit-fils de Arsène Lupin, donc le personnage de Maurice Leblanc. Et c'est vraiment dramatique de se dire que un manga qui fait référence à une œuvre littéraire française ne soit pas édité en France, mais en Italie et d'autres pays d'Europe. C'est débile, voilà, je trouve ça incroyable. Lupin the Third, c'est vraiment super bien, c'est super drôle. Donc c'est les aventures du petit-fils de Lupin, Arsène Lupin, le troisième du nom, donc Arsène Lupin le troisième. Et donc chaque saison est indépendante, donc vous n'avez pas besoin d'avoir vu la saison 1, 2 et 3 des années 80. Vous pouvez commencer avec l'aventure italienne, je vous conseille l'aventure italienne qui est très intéressante. Il y a la série avec le Kaizen de Koike qui est très intéressant aussi, qui, elle, raconte les origines de Lupin. Donc c'est vraiment une sorte de saison 0, c'est comment Lupin a rencontré Mine Fujiko et ses compagnons. Donc là franchement, je vous invite à regarder cette série qui est disponible chez Black Box. Et la trilogie de films de Koike qui est super bien aussi. L'aventure italienne, franchement, c'est super bien, je vous invite à la regarder, elle est très bonne facture. Et la suite qui se passe en France, j'ai pas encore fini de la regarder, mais très bonne aussi. Donc Lupin, je vous conseille. En 5ème position, Hunter x Hunter.
Alors, Hunter x Hunter, c'est une série que j'ai découvert étant tout gamin sur NT1. On avait une série qui couvrait une bonne partie du manga pour l'époque. Hein. Moi, je me souviens que ça allait jusqu'à la fin de Yorkshire City, que ça s'est arrêté avant Grid Island, et que ensuite, si on cherchait sur Internet, on avait des OAV en VostFR qui couvraient tout Grid Island. Donc, franchement, on avait une série qui couvrait une bonne partie du manga. Et en 2011, on avait une nouvelle adaptation du manga qui promettait d'adapter une plus longue partie du manga. Et donc qui va jusqu'à l'arc de l'élection, donc l'avant-dernier arc en date de Hunter x Hunter. Honnêtement, ils ne pouvaient pas adapter l'arc actuel parce qu'il n'est toujours pas terminé en manga. Et j'étais assez curieux, j'ai regardé les premiers épisodes et j'étais un petit peu déçu parce que ça allait un petit peu vite, ça rushait certains passages, notamment les épreuves qui allaient très vite, là où je trouvais que l'anime des années 90-2000 prenait son temps et même avait rajouté des choses pour peaufiner l'univers, notamment on voyait ce qu'avait proposé Hisoka à la fille qui voulait des sushis, qui n'est pas dans l'animé, parce que eux ils mangent que du porc. Dans le manga, ceux qui connaissent que l'animé, l'épreuve avec les gourmet hunters, d'abord il y a le gros qui veut de la viande de porc, et ensuite la fille qui veut des sushis. Bah ça a été zappé, c'est dommage. Il y a trois trucs comme ça qui ont été zappés, que je trouve vraiment dommage. Mais ensuite, l'animé, une fois qu'ils avaient passé, on va dire, ce que tout le monde connaissait, ils ont pu vraiment adapter fidèlement l'œuvre d'origine, et aller jusqu'à, on va dire, donner une vraie fin à l'animé, pour pas qu'on soit lésé, notamment la rencontre entre Gon et Gin. Ce qui fait qu'on se sent que l'aventure est terminée, même si elle ne l'est pas encore en manga. Et il y a même des choses que je trouve vraiment super bien, notamment, moi j'ai suivi Hunter x Hunter en manga, pendant très longtemps, avec le rythme de Togashi. C'est fait que j'avais un tome tous les ans. L'arc des Chimérans, je l'ai trouvé insupportable. Moi, je l'ai trouvé horrible, parce que j'avais un tome tous les ans. Quand j'avais un nouveau tome, je devais me remettre dans l'histoire, ce qui fait que ça faisait un an que j'avais pas suivi Hunter x Hunter, que ça faisait un an que je me souvenais plus qui était qui. Donc, avoir des sentiments, avoir une fibre pour les personnages que j'avais pas suivis depuis un an, bah, quand un tel est mort, un tel est en danger, je m'en battais les couilles. Par contre, quand j'ai vu l'animé, ben, vu que ça faisait qu'une semaine que j'avais pas vu Hunter x Hunter, j'étais à fond dedans. Et l'arc des Chimérans est incroyable, franchement. C'est pas qu'il a sublimé le manga, c'est juste que, ben, comme j'ai suivi qu'à un rythme normal, ben, j'ai pu adorer l'animé et l'arc. Et juste après, je me suis relu le manga, et en fait, je me suis dit, non, c'est pas l'arc qui est pourri, c'est juste que j'ai suivi l'arc dans un rythme à chier. Donc Hunter x Hunter, c'est trop bien, et l'anime 2011 est incroyable. En quatrième position, bon, celui-là, j'ai envie de le dire en criant, c'est Kill la Kill. Kill la Kill, c'est la première production du studio Trigger, donc qui est née, on va dire, entre guillemets, des cendres de Gainax, donc, enfin, surtout de l'équipe de création de Gurren Lagann, surtout que c'est le réalisateur de Gurren Lagann qui est derrière Kill la Kill. On sent sa patte, on sent sa fibre, et si vous avez aimé Gurren Lagann et Kill la Kill, je pense que vous connaissez Promare. Si vous connaissez pas, jetez-y un œil. C'est un super film. Voilà, petite pub pour Promare. Kill la Kill, c'est incroyable. Alors, c'est très différent de Gurren Lagann. Gurren Lagann, pour moi, reste une œuvre ouf de Imaishi. Kill la Kill, c'est vraiment super bien, mais je préfère quand même Gurren Lagann pour l'aspect gros robot. En plus, on sent vraiment que Imaishi est un grand fan de Go Nagai, parce que on sent que Gurren Lagann était une sorte de lettre d'amour à son super robot, avec donc Mazinger Z, Cat Mazinger et Goldorak. Là où Kill la Kill, c'est plus une lettre d'amour à Kyuchione. Voilà, donc et franchement la série est super bien. Alors pour raconter vite fait le speech, on suit les aventures d'une jeune fille qui est dans un lycée totalement barré, et les mecs ils se battent avec des super pouvoirs de leurs vêtements, et elle va donc retrouver son père qui est mort, elle va dans une cave et elle trouve un vêtement qui, quand il pompe son sang, devient à moitié à poil, elle a des super pouvoirs et elle se bat avec une épée en forme de ciseaux. C'est débile! Je vous l'ai mal vendu, mais Kill la Kill c'est trop bien, c'est l'épicness des gens qui gueulent, comme Gurren Lagann, c'est très différent, mais franchement, jetez-y un œil, c'est super bien Kill la Kill. En troisième position, avec la médaille de bronze, un réalisateur que j'adore énormément, qui a adapté un de mes mangas préférés. Ceux qui me connaissent, vous savez de qui je parle bien sûr de Devilman Crybaby, de Masaaki Yuasa.
Masaaki Yuasa, donc comme je l'ai dit, c'est un réalisateur que j'aime énormément, qui a pondu pas mal de projets durant cette décennie, qui a notamment créé son studio durant cette décennie. Il nous a fait Ping Pong, il nous a fait Tatami Galaxy, Devilman Crybaby, et quand on regarde un petit peu ses projets filmographiques, il a fait 3 films en parallèle aussi. Donc il a fait 3 séries, 3 films. Voilà, je trouve que c'est assez incroyable tout ce qu'il a pu faire en termes de réalisation durant cette décennie. Bon, que au niveau de série, Ping Pong, c'est incroyable, c'est un des super animés de sport de cette décennie. Le ping-pong, je crois que c'est un truc tout pourrave, et franchement, il a réussi à sublimer l'œuvre de Taiyo Matsumoto, qui est un auteur de fou. Tatami Galaxy, c'est incroyable, et j'ai pas envie de vous le raconter, parce que c'est une œuvre à découvrir sans savoir de quoi ça parle. Mais pour faire simple, c'est l'histoire d'un garçon qui vit dans un 5 mètres carrés, et qui regrette ses choix de lycéen, enfin d'étudiant. Il se dit, ah, j'aurais peut-être dû faire le club de machin plutôt que celui-là. Et donc, on va voir repenser à sa vie d'étudiant. Et Devilman Crybaby, c'est un petit peu comme Parasite, c'est une réadaptation de l'œuvre de Go Nagai, qui est une de mes œuvres préférées, qui est franchement, si je devais faire un top 10 des œuvres préférées, Devilman Crybaby est dedans. Donc, Devilman tout court plutôt, de Go Nagai est dedans. Et donc, c'est une réadaptation de l'œuvre de Go Nagai à notre époque. Ce qui fait que tous les thèmes de Go Nagai sont retransposés au XXIe siècle, et marche de feu de Dieu. Franchement, c'est incroyable, la série est incroyable. Masaaki Yuasa se lâche totalement, franchement, les épisodes sont oufissimes. À voir, absolument. Moi, tous les ans, je me remate Devilman Crybaby parce que je trouve que c'est incroyable. En deuxième position, avec la médaille d'argent, un manga incroyable qui a été adapté par un studio tout aussi incroyable, qui nous a pondu une série oufissime avec des angles de caméra de dingue, et qui adapte un manga que je trouve qui est l'un des plus incroyables de cette décennie, qui est même le plus incroyable de cette décennie, c'est bien sûr Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, ceux qui connaissent pas, c'est les aventures de Eren Yeager, un jeune garçon qui vit dans un monde où, il y a un siècle, des titans sont apparus, ils ont dévoré les gens, et l'humanité, pour se protéger, a dressé 3 murs, et pendant un siècle, c'est la paix, sauf qu'un jour, il y a un titan gigantesque qui fracasse le mur, et l'humanité est à nouveau dans la merde. Je pense que tout le monde connaît, c'est l'une des séries qui a été les plus populaires durant cette décennie. On a eu 3 saisons incroyables. Bon, celle qui était un peu moins incroyable, c'était parce que à l'origine, dans le manga, c'est des arcs beaucoup plus calmes, mais je l'ai trouvé en termes de réalisation toute parfaite. L'anime a réussi à sublimer une des choses qui était les plus compliquées à rendre en termes de folie. C'était toutes les manœuvres tridimensionnelles qui sont sympas en manga, mais en animé, ils ont pu se lâcher et faire des trucs de fou furieux, vraiment faire des pirouettes de dingue de Spider-Man. Notamment, je repense vraiment à une des scènes qui m'a le plus marqué. C'est le passage où... qui s'appelle... le caporal... Rivai. Il fuit les hommes de son oncle, Ackerman, là, et donc il y a une course poursuite de dingue, qui se passe sous un chariot, entre des ruelles. C'est incroyable. Franchement, cette scène est incroyable, et franchement, c'est l'une des scènes qui m'a le plus marqué, et même... Shingeki no Kyojin, en règle générale, tu connais pas la série, on te dit c'est trop bien, tu te poses, tu vas à l'épisode 1, t'as le générique, tu dis ouais c'est quoi ça, t'as les mecs qui sautent partout, t'as les titans qui débarquent, tu te dis mais c'est quoi cette série de fou. Moi quand j'ai découvert la série, j'ai dit c'est quoi ça, c'est incroyable, l'opening il était ouf, et après la série t'es happé dedans, tu tapes les 110 épisodes d'un coup, bon il n'y en a pas 110, et très récemment je me suis rattrapé tout le manga, je me suis enchaîné les 29 tomes. Ceux qui ne regardent que l'animé, oh là 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 là, ce qui arrive en adaptation pour la saison 4, qui doit adapter la fin du manga, incroyable. Honnêtement, même moi je suis pas prêt. Tellement c'est ouf ce qui se passe dans le manga, il va y avoir des trucs, mais rien que je vois les passages, je m'imagine la musique qu'il peut y avoir dedans, je me dis j'ai des frissons. Alors quand je vais avoir la vraie musique, la vraie mise en scène, oh là là, on va devenir fou. Et donc, à la première place, médaille d'or, celui qui pour moi est la grande série de cette décennie, celle qui m'a le plus marqué, c'est Dragon Ball Super. Oh, franchement, vous me prenez pour qui? Dragon Ball Super, si elle m'a marqué, c'est vraiment en mal. Franchement, cette série, il faut l'oublier. Non, à la première position, médaille d'or, c'est Jojo Bizarre Aventure.
Remettez-vous dans le contexte, nous sommes au début de la décennie, en 2010. Jojo Bizarre Adventure en France, c'est connu par une poignée d'irréductibles qui se connaissent sur des forums. C'est tout. Il y a vraiment une quinzaine de fans à tout casser qui ont découvert la série avec les éditions J'ai lu ou grâce aux OAV et ensuite ont découvert la série. Il y a Tonkam qui essaye difficilement et timidement de relancer la série avec la partie 5 qui donc fait la suite aux éditions J'ai lu. Et en 2012 arrive David Productions qui va adapter le tout début du manga, donc les deux premières parties, Phantom Blood et Battle Tendency. Et après ça, c'est la folie. La série, je trouve qu'elle n'a pas énormément marqué pour les deux premières parties, mais c'est vraiment à partir de la partie 3, donc Stardust Crusader, que la série pour moi décolle totalement, et que là les gens en parlent tout le temps. Et alors ensuite, là où je pensais que la série allait se tasser parce que les gens allaient avoir du mal avec la partie 4 et 5, non, la popularité est toujours là, la série est vraiment très populaire, elle est maintenant ancrée, tellement ancrée que Jojo c'est devenu un mème. Maintenant il y a plein de mèmes sur Jojo Bizarre Adventure, c'est genre « Ah, c'est une Jojo référence !» Ce qui devient insupportable, mais Jojo Bizarre Adventure, je pense que c'est la série de la décennie, parce que c'est vraiment une série qui n'a pas existé pendant 20 ans, et d'un coup, elle arrive, et tout le monde en parle, tout le monde connaît, maintenant c'est devenu un phénomène. C'est ça que je trouve incroyable. Jojo Bizarre Adventure, c'est une série qui est sortie de terre, et franchement, pour moi, c'est la série la plus marquante de cette décennie. Donc voilà, c'était mon top 20 des animés de la décennie. Comme d'hab, laissez en commentaire votre top 10, 20, 30, 40, 50. Je lirai chacun des tops et j'espère et je me souhaite découvrir des séries que je ne connais pas. Donc allez-y, balancez vos tops. Dites aussi que mon top est tout pourrave, je m'en bats les couilles. Et comme d'hab, likez, commentez, partagez la vidéo. Et en commentaire, il y a mon Discord, mon Twitter et mon Instagram. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas. Allez, ciao!